Bien, donc merci, bonjour, bonjour à tous. Donc je vais vous raconter des choses sur la déformation de l'intérieur de la Terre, sur la déformation des matériaux terrestres. Alors tout d'abord, pour être sûr de ne pas oublier d'avoir le temps à la fin, vous présentez Philippe Carré et Jonathan Mandéo qui ont réalisé une énorme partie du travail que je vais vous présenter. Jonathan Mandéo prépare sa thèse sur la déformation des minéraux. Bien, alors pour remonter un peu, je sais bien que généralement en France, quand on raconte quelque chose, il faut redémarrer à Aristote. Ça se fait bien. Je vais faire un petit peu plus bref pour qu'on finisse à l'heure. Donc je vais simplement discuter un petit peu parce que c'est de Wegener dans son livre, c'est assez intéressant parce qu'on voit qu'il tourne pas mal autour de problématiques qui sont en fait celles que je vais raconter et que je vais traiter aujourd'hui. C'est-à-dire que globalement, bon, il avait cette théorie des translations continentales et il a buté énormément sur la capacité des continents à se déplacer. Bon, il avait des arguments, on dirait que c'était une théorie cinématique, il avait des arguments pour proposer ceci, mais il butait sur la force et sur la capacité à faire se déplacer les continents. Et notamment, il s'est beaucoup buté à Harold Jeffreys qui lui disait non, ben, on sait que la Terre est solide, on savait avec les ondes sismiques que le manteau était solide. Et il disait c'est pas possible, on peut pas faire bouger tes continents. Et c'est vrai que ça a été un argument. Alors on voit bien dans son bouquin qu'il essaye de tourner autour de oui, mais la température, les métaux, on sait qu'ils se ramollissent à haute température. Enfin, on voyait tourner la problématique de déformation des matériaux, mais ça n'arrivait pas à aboutir. Pourtant, il connaissait ces résultats, il le mentionne, le rebond post-glaciaire, qui est déjà une démonstration, donc la réponse différée dans le temps de la libération des calottes glaciaires qui ont envahi le nord de l'Amérique et puis le nord de l'Europe. Donc 2000 mètres, 3000 mètres de glace, je ne sais pas, qui après disparition permettent aux dépressions qui se sont formées de revenir. Alors la croûte ici, la partie superficielle est élastique, pourrait revenir relativement instantanément, mais le mouvement, la remontée va être contrôlée par les écoulements de matière dans la partie sous-jacente, le manteau, qui est visqueux. On introduit ici la notion de viscosité. Alors ça, bien sûr, il y a maintenant des mesures globales qui sont très précises. Ça a amené assez vite un ordre de grandeur de viscosité, 10 puissance 21 Pascal seconde. Évidemment, on est très loin du miel. Hein, mais voilà, la notion de viscosité était déjà introduite, mais pourtant, ça n'avait pas suffi. Et manifestement, ça a arrêté, ça bloquait. C'est d'autant plus intéressant que Holmes avait proposé déjà la solution, proposé la voie. C'est-à-dire qu'il s'intéressait à la radioactivité terrestre, et donc, lui, il avait compris qu'il y avait dégagement de chaleur, et qu'a priori, ce dégagement de chaleur pouvait être quelque chose qui pouvait provoquer, il a même parlé de cellules de convection, donc il avait proposé le mécanisme de convection, mais le message n'est pas passé, et en tout cas, ça n'a pas suffi à bousculer les objections qui étaient faites à la dérive des continents. Bon, aujourd'hui, maintenant, c'est quelque chose qui est bien établi. La tectonique des plaques est un cadre conceptuel assez général pour expliquer ou pour mettre en forme beaucoup de phénomènes géologiques. C'est sûr que dans les années 60, la découverte, enfin l'exploration des fonds sous-marins a joué un rôle important dans la remise au goût du jour et puis l'achèvement de ce corpus théorique. Nous, ça va être plutôt l'aspect global derrière qui va nous intéresser. Et le point fondamental de l'histoire, le moteur de la machine thermique, c'est la chaleur interne, la chaleur de la Terre. Il faut bien se rappeler que la Terre est globalement chaude. Hein, la majeure partie, d'un point de vue volumique, 98% de la Terre est à plus de 1000 degrés. Donc on a affaire à un objet chaud, un objet à haute température, qui dégage à peu près 44 terawatts. Alors c'est toujours difficile de savoir si les chiffres sont grands ou pas. Terawatt, ça suggère que c'est important. Cela dit, si on regarde en 2008, je crois, l'humanité a consommé 25 terawatts. Énergie fossile, toute énergie confondue. Alors, bon, ça veut dire soit que la Terre est très économe, soit que l'humanité est très dispendieuse. Sans doute les deux. Avec ça, il faut faire fonctionner l'ensemble de la machine Terre, le champ magnétique, la convection mantélique, etc., etc.
Mais bon, c'est quand même bien là qu'on a la source de la machine qui induit les translations continentales. Alors ce budget est réparti de façon assez inégale. Hein. Les idées d'origine qui étaient qu'en fait, bon, c'est la chaleur primordiale qu'il faut dégager et qui avait conduit des estimations de l'âge de la Terre très inférieures aux valeurs qu'on a actuellement, ont été remises en cause en fait, c'était le mécanisme de Holmes hein, qui s'intéressait à la radioactivité. Donc le fait que la présence de radioéléments disséminés en très faibles traces à l'intérieur, notamment du manteau, contribue fortement au réchauffement de la planète. Alors ça, c'est intéressant en termes de dynamique et de convection mantélique parce que ça signifie que le manteau, cette couche qui va avoir effectivement pour rôle de dissiper la chaleur, va pas seulement être le transfert passif entre la chaleur du noyau et puis l'extérieur, mais est de façon très significative chauffé de l'intérieur. Donc ça change un peu les conditions limites de la machine thermique, c'est-à-dire que bon, très souvent quand on parle de convection du manteau, on ressort l'image facile de la casserole d'eau sur le feu, où on a un forçage essentiellement par le bas. Là, c'est quand même assez différent. Il y a bien sûr la chaleur du noyau qu'il faut évacuer, mais le manteau est chauffé, et puis il y a un fort forçage par la source froide à l'extérieur. La température à l'intérieur de la Terre n'est pas ce qu'on connaît le mieux, mais enfin on a des moyens de l'estimer. On l'estime notamment à partir de transitions de phase, des silicates dans la zone de transition. La température de fusion ou de solidification à la surface de la graine est un autre point d'accrochage. En gros, le système Terre, d'un point de vue thermique, peut être vu assez simplement comme deux systèmes qui sont en convection, mais avec des constantes de temps qui sont extrêmement différentes parce que les viscosités sont 10 puissance 20 et quelques différentes, et puis des couches limites thermiques diffusives qui doivent assurer le passage entre ces enveloppes. Bien, alors la question ensuite est bien sûr de savoir si on a des indices de transfert de matière hein, et de convection. Je pense que ça, c'est quelque chose qui a le mérite d'être aussi assez visuel. Donc la tomographie sismique qui reporte les anomalies de vitesse sismique par rapport à un modèle de Terre moyen. Le premier degré d'approximation est de se dire que ce qui est en bleu, c'est-à-dire ce qui est plus rapide, va correspondre à ce qui est légèrement plus froid, et que ce qui est rouge, qui est légèrement plus lent, est légèrement plus chaud. Bien sûr, c'est compliqué par des différences de composition aussi. Mais enfin, disons que si on reste à ce niveau 1 d'interprétation, eh bien, on constate que dans bon nombre d'endroits, on a des indications de transfert de matière entre la surface, entre les zones de subduction et l'intérieur du manteau et le manteau inférieur. Avec, bien sûr, la question que je ne traiterai pas du tout aujourd'hui, mais la question de savoir effectivement quel rôle les structures fines des minéraux dans le manteau, notamment la zone de transition dans laquelle il y a beaucoup de transitions de phase vers des minéraux de plus en plus denses, je vais le remontrer, à quel point ça va affecter les mouvements de matière à l'intérieur de la Terre. Alors la question est de savoir effectivement si on doit considérer une Terre qui convecte, toujours un petit peu ce paradoxe entre un milieu solide et puis cette vision de mécanique des fluides de convection. Alors une des façons de regarder ça, c'est d'utiliser une approche de mécanique des fluides, de regarder des nombres sans dimension. Le nombre de Rayleigh est quelque chose qui jauge l'importance relative de la poussée d'Archimède qui va provoquer la convection et puis des frictions visqueuses qui vont s'y opposer. Et si on essaye de mettre des ordres de grandeur raisonnables pour le manteau là-dessus, eh bien on tombe sur des nombres de Rayleigh qui sont extrêmement grands et qui donnent même relativement confiance aux possibles erreurs qu'on pourrait avoir sur ces ordres de grandeur. Donc ça signifie que le manteau doit convecter. En effet, le manteau est constitué de silicates, de roches qui sont des bons isolants thermiques ou des mauvais conducteurs, et qui donc, par simple diffusion de la chaleur, ne permettent pas de dissiper la chaleur de manière suffisamment efficace.
Alors, viscosité, c'était déjà le mot qui était sorti. Viscosité, c'est bien quelque chose qui est d'ordinaire du registre de la mécanique des fluides. Viscosité, c'est ce qui relie la contrainte et la vitesse de déformation qui en résulte. Un fluide, sous l'influence d'une contrainte, s'écoule, donc il a une vitesse de déformation, alors qu'un solide, en principe, a une déformation qui est liée à une contrainte. Donc, un des points importants, c'est d'essayer de savoir ce que vaut cette viscosité, d'aller au-delà donc des évaluations qui avaient été simplement avec le rebond post-glaciaire, donc d'avoir plusieurs sources pour ça. Et puis, à partir de ce moment-là, de savoir comment la viscosité du manteau augmente, notamment avec la profondeur, pour pouvoir ensuite avoir des modèles dynamiques. Alors, il y a un certain nombre d'indications qui semblent robustes. Il semble robuste de penser que le manteau inférieur, donc la zone qui est en dessous de 700 km de profondeur, a une viscosité plus importante, 30 fois plus, dit-on, que le manteau supérieur. Mais bon, il reste pas mal d'inconnus là-dessous. Alors ça, c'est juste pour remettre un petit peu des ordres de grandeur et de voir un petit peu à quoi on a affaire et ce qui sont un petit peu le cadre dans lequel moi je vais chercher à évoluer. Si on prend des viscosités de cet ordre-là, je le redis, la viscosité relie la contrainte et la vitesse de déformation. Donc si on prend des viscosités qui sont de l'ordre de 10 puissance 21, 22, 23 pascal seconde, par seconde, à ce moment-là, ça nous amène pour des vitesses de déformation bon, qui nous semblent raisonnables, hein, notamment au travers des mouvements qu'on peut voir en surface, ça nous amène à des niveaux de contrainte qui sont extrêmement faibles. Des niveaux de contrainte pour lesquels, qui vont être un poids que je vais mettre sur une table, etc., pour lesquels on n'a pas l'habitude de voir les solides se déformer. Donc ça, c'est une question majeure et ça va être en fait celle-ci que je vais traiter essentiellement aujourd'hui. La question est de savoir si, vu les minéraux, vu les matériaux que l'on a dans le manteau, on peut raisonnablement imaginer avoir des déformations de ce genre de vitesse avec ce type de contrainte. Ceci d'autant plus que le manteau se caractérise par des conditions qui sont extrêmement fortes, extrêmement difficiles pour la plasticité. Notamment, ce qui va être le plus important, et ça va être une grosse partie de ce que je vais essayer de montrer, la pression qui est extrêmement importante, qui va changer beaucoup la nature des liaisons et le comportement des matériaux, qui, en base de manteau, peut atteindre quelque chose comme 130 gigapascales. La température, bon, finalement, relativement apportera peu, il faudra la prendre en compte, mais ne constitue pas un changement aussi fort que la variation de la pression. Petite remarque au passage, viscosité, je l'ai dit, ça réfère un petit peu à la mécanique des fluides. La mécanique des fluides, d'un point de vue mécanique, c'est quoi? C'est un tenseur des contraintes qui est dominé par la pression. Hein, c'est essentiellement ça, les contraintes dans un fluide, c'est la pression. Et puis la viscosité qui entraîne des petites contraintes cisaillantes qui sont négligeables devant la pression. On voit bien qu'ici, finalement, on se retrouve dans quelque chose qui ressemble à ça. Donc on comprend légitimement le fait de considérer, d'un point de vue mécanique, macroscopique, qu'on a affaire à un fluide parce qu'effectivement, on a des contraintes qui sont très fortement dominées par la pression et pour lesquelles les contraintes différentielles déviatoriques sont beaucoup plus faibles. Bien, il n'en reste pas moins que, pour moi, le manteau, ça reste des roches, ça reste des solides et que la question se pose de savoir quelle est la déformation ou quels sont les mécanismes de déformation, et d'où le titre mécanisme de déformation plastique. Hein. Mécanisme de déformation plastique, c'est ces déformations irréversibles, ces grandes déformations que peuvent subir les matériaux. Quels sont les mécanismes que l'on peut imaginer derrière ces écoulements? Donc on voit bien là sur des roches comme ça déformées que si on regarde un petit peu les aspects que donnent là ces deux populations de grains qui ont des couleurs différentes, donc qui matérialisent un petit peu la géométrie de la déformation, bon voilà, vu de loin ça ressemble un petit peu à des lignes d'écoulement, donc on comprend d'avoir ce transfert de vision. Par contre, on a affaire à des solides, on a affaire à des cristaux, et donc il y a la double contrainte d'assurer l'ordre cristallin
et d'assurer la capacité à déformer et à faire des grandes déformations. Ce n'est pas comme un fluide qui, de par sa nature désordonnée, peut accepter très facilement des grandes déformations. Comment peut-on déformer des cristaux? Eh bien, il faut dépasser la cristallographie, ça ne marche pas. C'était l'approche de Frenkel qui disait, bon, est-ce qu'on peut déformer des cristaux en cassant les liaisons au travers d'un plan? Je le remontrerai. Non, ça ne fonctionne pas. On ne peut avoir de modèle de la déformation plastique que si on accepte l'idée qu'il y a des défauts cristallins qui, par leur mouvement, par leur déplacement à l'intérieur de la matière, assurent cette déformation. Donc c'est ça qu'il faudra prendre en compte et c'est là-dessus que je vais beaucoup discuter. Donc voilà une expérience récente qui reprend des expériences des années 30 de Schmitt et Boas. C'est une micro-éprouvette, ici, je sais pas si vous avez 10 microns ici pour la barre d'échelle, une micro-éprouvette de nickel qui est déformée par compression dans un anneau indenteur. C'est un monocristal et c'est pour montrer quelle est forcément l'astuce pour déformer les cristaux et préserver la symétrie cristalline, c'est de faire du glissement sur des plans cristallographiques définis. Donc c'est ce qu'on appelle des systèmes de glissement. Alors c'est un petit peu plus précis que ça. Ces glissements doivent être dans certaines directions, aussi contrôlés par la cristallographie. Et donc en fait, je vais y revenir ensuite, grâce à ces défauts cristallins, ces lignes qu'on appelle des dislocations, ces petites lignes, ces petites frondes de cisaillement qui se propagent à l'intérieur de la matière, on peut arriver à déformer. Donc l'approche de Frenkel qui était de dire, si je considère l'énergie des liaisons et que je regarde comment je cisaille, ça nous amène à des limites d'élasticité, des résistances des matériaux qui sont de l'ordre des constantes élastiques divisées par 10, ce qui est beaucoup trop grand par rapport à toute l'expérience qu'on a du comportement des matériaux, des métaux. Enfin, il n'y aura pas eu d'âge de bronze, il n'y aura pas eu d'âge de fer, etc. Ce qui veut dire que la plasticité devient un phénomène de transport. Vous retrouvez ici quelque chose qui est exactement comme la loi d'Ohm, sauf que ce n'est pas la densité de courant, c'est la vitesse de déformation plastique. C'est bien la mobilité des porteurs ici, donc la vitesse de ces défauts, la vitesse de ces lignes de dislocation. B, c'est l'équivalent de la charge, c'est la petite quantité élémentaire de cisaillement plastique qu'un défaut va transporter à l'intérieur du cristal. Et ρ, c'est le nombre de porteurs, c'est ce qu'on appelle la densité de dislocation, un paramètre important sur lequel je reviendrai. Donc, comme je suis à Toulouse et que c'est la mecque de la déformation in situ, j'ai quand même voulu mettre une petite vidéo qui montre ces petits défauts qui se déplacent, qui se déforment. Donc, quand vous tordez un métal, c'est ce qui se passait un peu trop contrasté là, du coup, on ne voit pas. Donc, c'est ces petites lignes de dislocation qui bougent. On comprend tout de suite que ce qui va être absolument fondamental, si on veut comprendre des lois de comportement comme ceci, ça va être d'avoir une bonne connaissance de ces mobilités. Suivant que ces défauts vont être capables d'aller vite, pas vite, de bouger, de ne pas bouger, eh bien, on sera capable de déformer. Donc, ça va être la clé de toute l'histoire. Bien, donc, ces défaux, nommés dislocations, qui sont dans des plans particuliers, selon des directions particulières, on appelle ça des systèmes de glissement, j'en reparlerai. Ça a des conséquences importantes sur lesquelles je ne vais pas m'étendre beaucoup, mais à partir du moment où il y a un contrôle cristallographique fort de la déformation, eh bien, il y a aussi rotation, des éléments de rotation qui sont emmenés lors de la déformation plastique. Donc ça veut dire que quand on déforme une roche, on n'est pas seulement en train d'étirer les cristaux, mais on les aligne. Et ça, c'est aussi une signature qu'on peut exploiter pour essayer de comprendre la manière dont ça s'est déformé. Je n'irai pas jusqu'à ce niveau-là. Bien, alors, la matière plastique, c'est quoi? Donc là, on a besoin, bien sûr, pour aller plus loin, de savoir les minéraux sur lesquels on travaille. Donc l'approche a consisté essentiellement à considérer la minéralogie du manteau supérieur. Je vais y revenir ici. Minéralogie du manteau supérieur, donc olivine, pyroxène et grenat. Le gros chantier de la physique des minéraux de la seconde moitié du XXe siècle a été, par des expériences puis des calculs, de comprendre quelles étaient les transformations de phase majeures subies par ces minéraux en fonction de la pression et de la température, pour aboutir à une structure au premier ordre qui va me suffire pour essayer de raconter des choses. Vous allez même voir que je ne vais pas tout raconter. Donc essentiellement ici une zone de transition dans le manteau entre 400 et 700 km de profondeur, rendue visible par une transition assez abrupte, bien que la présence de fer l'étale un petit peu, de l'olivine vers une structure plus dense qu'on appelle wetslate, une autre structure plus dense qu'on appelle ringwoodite, les pyroxènes qui se dissolvent
progressivement dans les grenats, donc pas très visibles. Et tous ces minéraux basés sur des assemblages de tétraèdres SiO4 ne sont plus assez denses. On ne peut plus trouver des moyens de les empiler pour répondre à la pression. Et la seule solution consiste à changer d'empilement, mettre le silicium essentiellement en site octaédrique, donc de baser les silicates sur des unités SiO6. Le minéral le plus important qui représente ceci, c'est un minéral de structure perovskite, un silicate de magnésium avec un peu d'aluminium et de fer de structure perovskite. Il incorpore déjà pas mal de choses. Il n'incorpore pas assez de magnésium pour régler le rapport Mg sur Si du manteau, donc on est obligé de sortir sur le côté un oxyde de magnésium qui capte un petit peu de fer au passage. Puis il reste le problème du calcium qui était dans les grenats, enfin les grenats à la fin, les pyroxènes aussi avant. Le calcium qui nécessite une structure perovskite à lui tout seul dans son coin sur le côté. Le truc important, le résultat important là, il y a quelques années, a été de montrer que cette couche à l'interface noyau-manteau qui est si particulière pourrait avoir une interprétation avec une nouvelle transition de phase, la structure perovskite devenant instable et rapprochant les octaèdres pour faire une structure qu'on appelle post-perovskite avec la structure d'un oxyde qui est l'oxyde de calcium, un iridate de calcium qui est là. Bien. Alors, aujourd'hui, il faut que je dise quand même rapidement qu'un des chantiers importants qui nous a occupés, je dirais les 10 dernières années, ça a été de déterminer les systèmes de glissement pour l'ensemble de ces minéraux. C'était quelque chose dont on ne disposait pas. Si on prend en métallurgie, on va ouvrir un bouquin et on va savoir quels sont les mécanismes de déformation pour l'acier, pour le nickel, pour le bronze, etc. C'est le b.a.-ba, c'est véritablement l'outil fondamental, l'outil de base dont on a besoin pour travailler, et on ne l'avait pas. Donc il a fallu, pour l'ensemble de ces phases, de ces nouveaux matériaux pour nous, il a fallu décrypter un petit peu ce problème et identifier les différents systèmes de glissement. Bon, ça c'est pas du tout ce que je vais raconter aujourd'hui, mais bien sûr, ça a été une étape nécessaire et on a eu besoin de ça pour pouvoir avancer. Alors, je vais présenter aujourd'hui simplement des résultats sur l'oxyde de magnésium, et même sans fer, hein, sur MgO, parce que c'est le matériau, enfin je vais dire pourquoi, mais c'est celui sur lequel nous avons le plus avancé, donc c'est celui qui va me permettre d'essayer de vous montrer, le but aujourd'hui est de vous montrer la démarche qu'on essaye de déployer pour aborder ce problème de plasticité dans le manteau. Et c'est sur MgO qu'on a le plus progressé. Pourquoi MgO? Il a d'abord le bon goût d'être relativement simple d'un point de vue cristallochimique par rapport aux autres. Cela dit, bon, ça c'est la première chose qu'on a abordée et on sait traiter des cristallochimies plus complexes. Mais MgO a aussi le bon goût d'être un matériau qui n'existe dans la Terre que dans le manteau inférieur, mais qui est une céramique qui est stable à pression ambiante et sur lequel il y a beaucoup de données expérimentales. Donc ça nous a permis de caler nos approches, de caler nos calculs, de caler nos modèles. Bon, donc c'était pour ça aussi un matériau de choix pour se donner un petit peu confiance dans ce qu'on fait au fur et à mesure où on avance. Bien, donc voilà, je reprends ceci bien sûr, hein, et ma question va être de savoir si je peux apprendre quelque chose sur la manière dont MgO se déforme dans ces conditions. C'est-à-dire que j'ai besoin de savoir comment MgO va répondre à la pression, à ses températures et aussi et surtout à ses vitesses de déformation. Alors, comment fait-on d'habitude? Eh bien, d'habitude, on fait comme ça. On réalise des expériences, alors où on appuie, où on tord, où on pousse, enfin bon, après, on fait ce qu'on peut. À partir de ces expériences, on récupère une contrainte et la vitesse de déformation qui lui correspond. Généralement, on met ça dans un diagramme double logarithme pour avoir ici des lois qui font apparaître deux choses, qui font apparaître la forte activation thermique de la plasticité et puis une dépendance assez forte à la contrainte. Si je reviens à la viscosité, rapport entre contrainte et vitesse de déformation, ça c'est la vision du mécanicien. Pour le physicien, on sait que par exemple si on chauffe, la viscosité des gaz augmente. Si on chauffe, la viscosité des liquides diminue fortement. Les solides dépendent fortement de la contrainte. Donc on voit bien qu'il y a la physique qui n'est pas exactement la même derrière ces descriptions.
Donc on aboutit à ce genre de lois qui sont alors de plus en plus horribles au fur et à mesure qu'on veut rentrer l'influence de tout un tas de choses. Et puis après, ben, on a d'autres choix que d'extrapoler ça jusqu'aux conditions naturelles, et notamment d'extrapoler ça sur des ordres de grandeur de vitesse de déformation. Et ça, c'est une difficulté majeure. On ne peut pas, bien sûr, déformer aux vitesses du manteau. Et donc, on est obligé de faire confiance à ce genre de choses. Alors, c'est toujours gênant quand on est sur des bases qui sont phénoménologiques. Et bon, le message que je veux défendre, c'est toujours, bien sûr, de dire que pour des sauts comme ça, si on n'est pas tenu à une rampe solide au niveau des mécanismes et de la compréhension de ce qu'on fait, c'est assez dangereux. Et là, je n'ai pas été méchant, bien sûr, j'ai mis un seul résultat. Si j'avais mis plusieurs résultats, plusieurs équipes, on aurait vu que, bon, enfin, il y a des moments où on se demande s'il ne vaut pas mieux jeter les dés, que ce ne serait pas moins coûteux que de le faire. Donc ça, c'est une véritable difficulté et qu'il faut arriver à surmonter. Alors, il se trouve que la plasticité s'est butée pendant très très longtemps à ce genre de choses. C'est un phénomène complexe. Et pendant très longtemps, on a buté sur le fait que passer de la dislocation, c'est-à-dire du défaut, au comportement global était trop difficile parce qu'il y a tout un tas de sauts d'échelle et ce qui se développe actuellement, c'est ce genre d'approche multi-échelle. Alors tout le monde dans le domaine a ce genre de petits schémas, de petits transparents pour chacun de ces présentations. Généralement, les autres, ça se termine par une turbine ou une aile d'avion. Bon, donc moi, je mets une petite terre au bout, mais c'est à peu près la même chose. L'idée est que ces sauts d'échelle sont aussi des sauts de concept, des sauts de physique. C'est-à-dire qu'on est obligé d'aller travailler à l'échelle atomique, d'aller regarder les liaisons, les cœurs, les arrangements de ces défauts, et ça je vais vous en parler, parce que la mobilité, rappelez-vous, la vitesse de ces porteurs dépend très fortement de ce qui se passe à l'échelle atomique. Donc ça, on est obligé de l'avoir. Mais après, ces défauts sont des défauts qui ont des interactions complexes entre eux. C'est des lignées, elles s'enchevêtrent, elles se croisent, elles se bloquent, etc. Et si on n'a pas une description des phénomènes collectifs, donc ça à l'échelle du grain, on ne peut pas passer très facilement de l'un à l'autre. Et puis ensuite, il faudrait se dire qu'on a des roches, elles n'ont pas un seul constituant, il faut mélanger des propriétés de matériaux différentes, et ça, c'est plutôt à nouveau une approche. Là, je ne l'ai pas dit, c'est de la physique de la déformation ou de la physique des phénomènes critiques. Ici, c'est de la mécanique des milieux continus, et puis après, on passe à l'échelle suivante. Bien, donc voilà le genre d'approche que l'on essaye de développer, sur laquelle on essaie de travailler actuellement. Encore une fois, on a mis en place un gros chantier pour travailler à cette échelle-là, ou quelque part entre les deux, et je vais vous expliquer ça. Alors, voilà les différents buts et les différents points que je vais essayer de vous montrer. Donc, la première question, c'est est-ce qu'on est capable de modéliser des cœurs de dislocation? Bien sûr, j'essaierai de répondre oui à toutes. Ensuite, MGO, c'est bien, on peut comparer à des données, mais est-ce qu'on va pouvoir rentrer l'influence de la pression? Et l'influence de la pression est absolument fondamentale, je vais vous le montrer. Il faudra mettre de la température, il faudra faire bouger les défauts, et là aussi, ce n'est pas complètement trivial. Et puis, le gros chantier que l'on essaye d'ouvrir, c'est d'avoir des lois de mobilité, c'est-à-dire de prendre en compte les très faibles vitesses de déformation, et pas seulement par une extrapolation, je vous le montrerai. Et puis ensuite, une fois qu'on a ça, est-ce qu'on peut aller jusqu'aux conditions du manteau? Alors là, c'est une autre version du multi-échelle que j'ai emprunté. L'analogie, c'est Ladislas Kubin qui utilise généralement les poupées russes pour montrer le multi-échelle. Ladislas Kubin qui est celui qui a été le pionnier, je ne vais pas revenir en arrière, qui a été le pionnier de la dynamique des dislocations, puis qui a eu son premier poste ici à Toulouse. Bien, alors on va commencer par la modélisation des dislocations. Alors il y a plusieurs façons de faire ça. Généralement, les gens pensent plutôt à dire, voilà, on va prendre un défaut, ou ce qu'on imagine être ce défaut, on prend le nombre d'atomes qu'il faut, on met ça dans une boîte, et puis on calcule. Alors on calcule comment? Si on a des potentiels empiriques, c'est bien. Je dirais même que c'est quasiment nécessaire, parce qu'on a des cristallochimies compliquées, on a des systèmes qui vont nécessiter plusieurs milliers d'atomes pour avoir une description minimale. Le problème, c'est que les potentiels empiriques, il faut les avoir, on a plusieurs espèces chimiques, et puis on a des conditions de pression qui sont extrêmement variables. L'idéal, ça serait d'utiliser des calculs ab initio, mais là, on se retrouve généralement un petit peu confronté à des limites de taille.
En fait, ce n'est pas l'approche que l'on a choisie, et j'essaierai de vous montrer pourquoi. On a essayé de se baser sur une approche qui est mixte, échelle atomique, milieu continu, basée sur un modèle assez ancien, qui est le modèle de Peierls-Nabarro, que je vais détailler un petit peu plus tard. Ça, c'est simplement la même dislocation dans une perovskite SRSiO3 calculée par les deux techniques. Alors pour ça, il faut que je redise un petit peu, que je rentre un petit peu dans le détail maintenant, que je dise un petit peu ce que c'est que ces défauts, ces dislocations. Donc la dislocation, c'est en fait, c'est un défaut linéaire, vous le voyez ici debout, donc vous n'en voyez que l'émergence. C'est en fait la terminaison de cette propagation du cisaillement. Le cristal est en train de se cisailler, donc vous voyez, au début c'était un rectangle, on a poussé ce coin-là, et puis on a quelque part une tranche de matière qui est rentrée à l'intérieur, et puis ce front de cisaillement se propage et va jusqu'au bout. Donc l'idée, c'est de partager le travail, c'est de ne pas couper toutes les liaisons d'un coup, mais de propager le cisaillement plastique à l'intérieur du matériau. Alors la première idée, et ça a été un mathématicien italien, Volterra, c'est de dire que ce front de cisaillement est brutal. Donc ce que je représente ici, c'est le cisaillement. La quantité de cisaillement élémentaire B, donc je normalise par rapport à ça. Donc ça veut dire que quand je suis de ce côté-là, eh bien, le cisaillement vaut B. Brutalement, ici au niveau du cœur, il vaut 0. Et puis il est 0 avant, puisqu'on n'a pas encore cisaillé. Alors ça permet de rendre compte comme ça, tel que je le raconte, mais quand on veut faire après une théorie des champs, de contraintes, de déformation, on a un problème qui est que tous les champs divergent à l'origine. On a une singularité, on a créé une singularité dans le cristal qui n'est pas acceptable. Et qui n'est acceptable que si, alors une façon de s'en sortir, c'est de creuser un petit peu, de faire ce qu'on appelle un cœur, de dire, bon, il y a un petit volume que j'exclus, je ne sais pas très bien le décrire. Notre but, ça va être de le décrire, justement. Et le modèle de Peierls se dit que le cœur, il doit relaxer. On doit avoir relaxation à l'échelle atomique autour de cette singularité pour supprimer la singularité. Ce qui veut dire que le défaut maintenant ressemble à ça. Vous voyez, ça n'est plus une marche brutale, c'est quelque chose qui est un petit peu étalé. Si j'en prends la dérivée, c'est un petit peu plus facile à voir, ça donne ceci. Alors ça va être ce qu'on va calculer. On va le calculer en supposant que la dislocation est bien planaire, parce que ça a des implications très fortes sur la mobilité. Plus la dislocation sera capable de s'étaler, plus elle sera mobile. Bon. Donc, véritablement, calculer cette capacité à l'étalement, voir si c'est étalé comme ci ou comme ça, eh bien, c'est comme ça qu'on va comprendre si l'objet est mobile dans les conditions qui nous intéressent. Alors, comment fait-on ça? Le modèle de Peierls-Nabarro, eh bien, il a séparé le cristal en deux zones. La zone ici centrale, qui se suppose planaire, et pour lesquelles les déplacements atomiques sont importants, et donc on sort du cadre de l'élasticité linéaire. Donc c'est là qu'on a besoin de calculer l'échelle atomique. Et puis les zones extérieures du cristal, où là, des modèles de mécanique des milieux continus, d'élasticité linéaire, fonctionnent très bien. Et le travail de ce modèle, c'est de dire que, eh bien, on doit avoir équilibre entre les forces élastiques et non élastiques à l'interface dans les couches A et B. Et c'est cette équation qui règle ce problème d'équilibre des forces. Alors ça, on l'a depuis longtemps. Le problème, c'est que on ne sait pas, ou on ne savait pas pendant très longtemps calculer les forces inélastiques. Donc on prenait un potentiel sinusoïdal. Là, on avait des expressions, on pouvait mettre dans les textbooks et satisfaire les étudiants, mais ça ne marche pas dans la plupart des cas, et ça n'avait pas de pouvoir prédictif. Donc c'était la grosse limitation de ce modèle. Alors en fait, les choses ont changé dans les années 70 quand Václav Vítek a montré que ces forces inélastiques, on pouvait les calculer de façon très économe à l'échelle atomique en calculant ce qu'on appelle les fautes d'empilement généralisées. Les fautes d'empilement généralisées, c'est quoi? Eh bien, c'est quelque chose qu'on peut calculer à l'échelle de la maille atomique. On prend la maille, ici, on définit le plan de cisaillement, le niveau de coupure, on fait un petit décalage, on laisse tout ça relaxer et on calcule l'excès d'énergie associé à cette configuration. Et on fait ça pour toutes les translations possibles à l'intérieur du plan, et ça donne lieu à ce genre de surface qui est là. Et maintenant, la dérivée de cette gamma surface va donner la force qu'on peut rentrer dans le modèle de Peierls-Nabarro, et on peut trouver des solutions du champ de déplacement à l'origine. Donc on peut calculer les profils des cœurs de dislocation avec ce genre de modèle. Bien. Est-ce qu'on peut modéliser l'influence de la pression grâce à ça? Eh bien oui, alors là, je veux juste insister sur l'importance de ce paramètre pression. Il faut quand même bien voir que quand on a des pressions de l'ordre de celle du manteau, on va
carrément perdre 30% du volume pour un cristal comme MgO. Hein. Donc vous voyez que ce n'est pas du pain de mie, hein. Là, ce qu'on peut faire aux liaisons. On le voit aussi sur les constantes élastiques, où on voit une très forte augmentation des constantes élastiques dans ce domaine. C1, je peux le montrer aussi sur les modules de cisaillement. Alors ce qui est intéressant, c'est que là, j'ai des modules de cisaillement dans différents plans cristallographiques. On voit qu'il y en a qui durcissent beaucoup et d'autres beaucoup moins. Ben, ça, on va le revoir par la suite et ça aura des implications importantes. Alors, les systèmes de glissement dans MgO, je le redis, c'est tout l'intérêt, c'est une céramique, on la connaît et on connaît beaucoup de choses dessus. Donc, il y a un seul vecteur de translation, 1,5 de 1, 1, 0, mais ce vecteur de translation peut opérer dans différents plans, soit les plans du cube, les plans 1, 0, 0, soit les plans diagonaux, les plans 1, 1, 0. Cette notation veut dire que c'est toute la famille de plans équivalents par la symétrie cubique du matériau. Alors nous avons fait eh bien, ce genre de calcul à l'échelle atomique, nous avons calculé ces gamma surfaces, et on voit bien ici la translation à 1,5 de 1 à 0, on voit bien qu'il y a un chemin de cisaillement facile dans cette direction, alors que dans l'autre direction, c'est très dur. Ça, c'est dans le plan 1, 1, 0. Je m'excuse, il va y avoir beaucoup de 1, 1, 0, 1, 0, 0, hein, beaucoup d'indices. Bon, ça va faire partie du jeu. Dans le plan 1, 0, 0, là, on voit les chemins de cisaillement sur le côté de la boîte. On les a mis tous les deux sur le côté de la boîte qui sont ici. Alors, ce qui est intéressant, c'est maintenant de les comparer, et puis de faire les calculs en pression, et de comparer leur évolution en pression. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a bien ce que les céramistes savent bien, c'est-à-dire qu'à pression ambiante, le MgO se déforme sur les plans 1, 1, 0, qui est plus facile à cisailler. Par contre, nous, ce qu'on voit, c'est qu'avec la pression, eh bien, tous les plans durcissent, on rapproche les atomes, on durcit les liaisons, tous les plans durcissent, mais le plan qui était le plus facile durcit beaucoup plus que l'autre. Et c'était celui qui avait le module de cisaillement qui augmentait très vite. Bon, donc là, il doit se passer quelque chose. Ça, c'est les modélisations de ces cœurs de dislocation. Alors, c'est un petit peu compliqué. On a toujours deux familles de dislocation suivant leur orientation, les vis, les coins, vous entendrez parler de ça. Ce n'est pas très, très important d'avoir les détails. Juste le fait de voir que pour le système facile, on a ici aux trois pressions, 0, 60 et 100 GPa, les trois pressions pour lesquelles je vais vous montrer des résultats. Ce qu'on voit, c'est qu'à 0 GPa, on a une dislocation qui est très, très étalée. Et effectivement, MgO est un cristal réputé assez déformable, assez plastique. Oui, il est déformable et plastique. Pourquoi? Parce que les dislocations sont mobiles. Et elles sont mobiles pourquoi? Parce qu'elles sont étalées dans le plan de glissement, et on le voit bien ici. Par contre, ce qu'on voit tout de suite, c'est que c'est extrêmement localisé. C'est localisé à ce système de glissement-là. L'autre système de glissement qui est réputé plus dur, oui, comme par hasard, il a des dislocations plus étroites. Mais surtout, ce qu'on voit, c'est que dès qu'on monte la pression, finalement, il n'y a plus tellement de différence entre les deux. Donc on va voir des choses se produire. Alors on fait maintenant des modélisations un petit peu plus compliquées de ces cœurs de dislocation, où on résout l'équation de Peierls-Nabarro non plus de façon pseudo-analytique, mais où on la résout avec un code aux éléments finis. Ça a été un modèle qui a été développé au CEA par Christophe Denoual, qui s'appelle le modèle de Peierls-Nabarro-Galerkin. En gros, c'est toujours la même idée. Ce que vous avez ici en violet, c'est les parties du cristal qui vont se déformer élastiquement. Et ce que vous avez en vert, c'est les plans pour lesquels je vais autoriser des cisaillements importants. Et ces cisaillements vont être contrôlés par les fautes d'empilement qu'on a calculées ab initio à part. Donc on injecte ici les résultats à l'échelle atomique dans ce modèle de milieu continu. Et on regarde comment se répartit le cœur de la dislocation. Le calcul est fait aux trois pressions, je l'ai déjà dit, je n'interviens pas plus. Ça, c'est, si vous voulez, le résultat de ce qu'a donné un petit peu cet étalement. Au départ, on est parti de la dislocation de Volterra, infiniment étroite, et puis on voit ici l'étalement du cœur qui se produit, alors là avec des couleurs, c'est les mêmes choses que les petits profils que je montre régulièrement. Alors, je vais montrer un seul type de dislocation, les dislocations vis. Pourquoi? Parce qu'a priori, elles peuvent glisser dans tous les plans pour des raisons géométriques. Et je vais montrer ce qui se passe en fonction de la pression. Donc, je vais regarder cette dislocation vis à 0 GPa. Avec ce modèle, je vois bien, je mets en compétition les différents plans, suivant leur facilité à être cisaillés. À basse pression, ce plan-là est cisaillable, la dislocation s'étale dans ce plan-là.
C'est représenté par les petites flèches qui représentent les déplacements atomiques, une représentation dite de Vitek. Bon, peu importe. Considérez que vous avez ici la densité de cisaillement représentée par ce petit gribouillis noir. La dislocation s'étale dans ce plan, qui est le plan 1 à 0. Elle sera capable de glisser là-dedans, elle sera mobile là-dedans, c'est ce qu'on connaît bien. Par contre, on voit que quand on augmente la pression, bien parce que l'autre plan, les plans 1 à 0, 0 sont cisaillables, la dislocation s'étale dedans, elle devient très mobile dans ce plan, mais corrélativement, elle devient immobile dans ce plan-là, elle bloque, elle n'est plus dans le plan, donc elle dépasse et elle bloque. Alors ça se mesure par ce qu'on appelle les contraintes de Peierls, c'est-à-dire la mesure absolue des frictions de réseau, des frictions que le réseau applique sur les dislocations, où on retrouve bien le résultat habituel à pression ambiante, quel que soit le type de dislocation. Les plus mobiles sont les dislocations qui glissent sur 1 à 0. Et puis les autres sont durs. Par contre, on augmente la pression, inversion de comportement et cisaillement facile sur le système 1,0,0. Alors, manque de chance, hein, ça c'est le domaine où on peut faire des expériences, où on a des mesures. Et puis ça, c'est le domaine qui nous intéresse. Hein. Alors, l'autre intérêt de MGO, je vous l'ai dit, c'est qu'on avait beaucoup de données et c'est qu'on avait des données sur l'activation thermique. Et notamment, ces deux systèmes de glissement, il y en a un qui est dur, les contraintes sont fortes, qui est facile, mais surtout, on voit qu'ils n'ont pas du tout le même comportement avec la température. Il y en a un qui présente ce qu'on appelle de l'activation thermique, donc une activation thermique très forte, l'autre un petit peu au début, puis c'est relativement plat ensuite. Donc on a voulu maintenant comprendre comment la température pouvait jouer sur la déformation de ce matériau. Et c'est l'étape suivante, est-ce qu'on peut modéliser ceci? Alors ça, c'est aussi quelque chose qui n'est pas toujours facile à... Les gens ont souvent l'impression de dire, bah voilà, faites de la dynamique moléculaire, il suffit d'agiter les atomes et on aura de la température. Alors en fait, vous voyez qu'ici, on a des défauts qui font intervenir un grand nombre d'atomes. Donc je veux dire, il y a un problème de corrélation, là on ne peut pas juste faire bouger tout ça comme ça brutalement. Il faut aller chercher là aussi des mécanismes avec des volumes d'activation qui sont beaucoup plus importants. Ce que je représente ici, cette tôle ondulée, c'est l'image de la friction de réseau que je vous ai montré. Je vous ai montré des contraintes, je vous les montre de façon mécanique. C'est comme s'il y avait une friction, il faut passer des barrières d'énergie pour faire se déplacer un défaut. Et ça, c'est ce que la pression, on l'a vu, a fortement augmenté pour tous les systèmes de glissement. Donc la difficulté de la température, c'est de faire passer cette ligne d'une vallée à une autre. Et les mécanismes pour ça, eh bien, on ne peut pas faire tout d'un coup, c'est trop difficile. Ce qu'on fait, c'est que par fluctuation thermique, on fait une petite boucle, qu'on envoie dans la vallée suivante, et puis ensuite, ça se dézippe très très facilement, et donc c'est ce qu'on appelle un double décrochement, et donc on a fait un saut élémentaire. On refait une petite boucle, on dézippe, une petite boucle, on dézippe. Donc voilà le mécanisme, voilà où est la température dans la plasticité. Hein, ce n'est pas juste des vibrations atomiques individuelles. Alors ça, c'est aussi une énergie d'activation différente qu'il faut calculer. Là, je vous remets ici les différentes vallées qui sont là, et puis j'invente une petite boucle comme ça. Quand je fais une petite boucle, j'ai dépensé de l'énergie, parce que je mets des segments de dislocation qui grimpent la colline, donc qui sont en configuration défavorable, j'augmente l'énergie. Par contre, j'ai gagné du cisaillement plastique, donc évidemment, hein, sinon je ne le ferai pas, j'ai une contrainte qui pousse et ça va dans un sens. Donc mon cisaillement plastique gagné est là. Ce qui se trouve, c'est que quand j'augmente la taille de la boucle, eh bien à un moment, je sature sur ma dépense et je continue à gagner. Donc, on comprend bien qu'il y a quelque part un point de sel, quelque part un extrémum, et c'est en fait l'énergie d'activation que je dois calculer. Donc, l'énergie d'activation, la barrière qui va s'opposer à la propagation de la dislocation, c'est quelque chose qu'il faut calculer comme ça sur des configurations critiques de défaut lors du glissement. Alors, c'est ça qu'on a calculé. Donc, il faut trouver ce point de sel. Donc, il faut se donner une description avec des degrés de liberté. Donc, on a pris une boucle rectangulaire, comme ça, avec W et H qui sont des paramètres libres. Et puis, on calcule l'excès d'énergie dû à cette configuration. Donc, là, on a des segments qui sont en haut de ces vallées d'énergie. Ces barrières d'énergie, donc ça se trouve ici. Ces segments, ils interagissent par leur champ de contrainte à longue distance, donc il y a ce qu'on appelle l'interaction élastique, donc il faut la calculer, elle est ici, puis on a le travail plastique qui est gagné. Donc on a mis en place un petit modèle pour calculer ça, et puis on cherche le point de sel, et donc la taille, la géométrie de la configuration critique, et puis l'énergie critique, la barrière critique à passer pour cette activation thermique.
Alors voilà à quoi ça ressemble, c'est un petit peu compliqué. Regardez juste, ça c'est la hauteur qui n'est pas très importante, ça c'est la largeur ici, ça c'est le domaine des fortes contraintes qu'on ne calcule pas, et pas très bien, on se concentre sur le domaine des basses contraintes. Regardez, ce qui est intéressant, c'est de voir déjà qu'il y a deux régimes. Donc déjà dans la vision extrapolation directe des données de laboratoire au manteau, on voit tout de suite le problème qu'on a des régimes différents qui vont intervenir dû à ça. Donc voilà ces paramètres, je ne rentre pas dans le détail, on trouve qu'on a besoin d'avoir 400B, donc des boucles très très larges, ben oui, parce qu'on est à très faible contrainte, et donc on a besoin de gagner beaucoup de cisaillement plastique pour pousser ces barrières dues à l'effet de pression. Je vais revenir là-dessus. Ça donne ce genre de courbe où on voit que ces énergies d'activation, ces delta H critiques, pour donc le système usuellement facile et le système usuellement difficile. On voit d'ailleurs bien les énergies ici à 1 EV et 2,5 EV, calculées pour les différents types de dislocation. On voit que ça dépend de la contrainte, hein. C'est la façon dont je l'ai calculé. Et c'est ça qui donne le caractère compliqué de la plasticité. C'est ça qui donne cette exposant de contrainte, cette forte sensibilité à la contrainte. Elle est cachée derrière ça, derrière cette sensibilité de l'énergie d'activation au glissement par rapport à la contrainte. Il y a à la fois température, agitation thermique et contrainte qui jouent ensemble dans ce processus. Et c'est ce jeu qui est pas très facile à modéliser. Alors il se trouve que ici on a la contrainte, ici on a de l'énergie, et cette énergie en fait on peut la remettre à l'échelle de l'activation thermique avec une petite loi d'échelle relativement simple. Je fais ça juste pour mieux comparer, ça me permet de vous mettre les données sous une forme plus lisible qui est retrouver la contrainte en fonction de la température. Et donc l'intérêt c'était de bien voir ce jeu de données qui sont derrière, que ce petit modèle permet de bien reproduire et surtout de bien reproduire le comportement différentiel des deux. C'est-à-dire que la personnalité là, des deux systèmes ressort bien à partir de ça. Donc on pense qu'on reproduit assez bien l'activation thermique avec ce petit modèle qui est très très simple, hein, qui peut être largement amélioré. Donc à partir de ce moment-là, est-ce qu'on n'a pas tous les ingrédients pour aller jusqu'aux vitesses de déformation ? Eh bien oui, parce que ce que l'on a, c'est les éléments nécessaires pour un phénomène thermiquement activé. Un phénomène thermiquement activé, ça va être quoi? Ça va être de dire que puisqu'on a une barrière d'énergie, eh bien on va avoir une probabilité de réussite d'un saut au-dessus de cette barrière qui va être donnée par une loi d'Arrhenius. Hein, et ça, c'est ce qu'on a déterminé précédemment. Il faut connaître la fréquence d'attaque. La fréquence d'attaque, elle va dépendre de Debye, mais ce n'est pas la fréquence de Debye, ça va être la fréquence d'attaque du segment. Donc ça va être ces petits segments de dislocation. C'est un peu comme une corde vibrante, hein, une dislocation. Hein. C'est quelque chose qui répond avec l'élasticité. Donc on a ces modes de vibration, on a ces segments qui vibrent, qui vont donc attaquer la barrière. Donc on a la fréquence de vibration ici, qui dépend de la taille. On a la probabilité de réussite d'un saut, et à l'arrivée, ça donne quoi? Eh bien, ça donne une vitesse de dislocation. On a notre mobilité. Et dans tout le domaine où on a calculé les choses. Alors ça, bon, je vais passer assez vite, mais on a réinjecté ça dans ce code de dynamique des dislocations, donc qui véritablement calcule toute l'interaction entre les segments de dislocation affectés de leur vitesse. On a reporté les données, c'est un petit peu moins grossier que l'inversion CKT que je vous ai montré tout à l'heure, mais bon voilà, il y a la même physique derrière, ça donne le même résultat. En point rouge, c'est les calculs de dynamique des dislocations basés sur cette mobilité, remis sur les résultats expérimentaux. Toujours cet aspect un petit peu de validation dont on a besoin par rapport à ces approches. Alors maintenant, est-ce qu'on peut faire fonctionner tout ensemble? J'ai fait dans un coin la pression, dans un coin la température. Est-ce qu'on peut mettre tout ensemble et puis essayer de raconter des choses sur la manière dont un cristal de MgO va se déformer dans des conditions qui sont celles du manteau? Alors vous retrouvez ici mes horribles petits schémas d'activation de delta H étoile en fonction de la contrainte. Ce que je veux juste montrer pour les différents systèmes de glissement, pour les vis, pour les coins, c'est un peu compliqué, mais ce qu'on voit, c'est l'effet de pression. Hein. On voit que, bien sûr, à cause de l'effet de pression, ça devient de plus en plus dur. L'énergie critique de la configuration critique augmente. On était parti de quelque chose qui était autour d'1 EV, on arrive ici à 25 EV pour le système qui a fini par se bloquer. Et on sait pourquoi, parce que les dislocations sont plus à plat, elles sont debout, elles ne glissent plus. Hein. Et ça, on le retrouve là-dessus. Avec la loi d'évolution en température potentiellement par derrière, mais bon.
Et puis la même chose pour le système qui était le système le plus dur, hein, toutes les courbes étaient au-dessus de celle-là au départ, mais maintenant elles montent beaucoup moins, elles plafonnent moins, et donc c'est cette inversion de système de glissement que je vais vous montrer. Ça va un petit peu plus loin, ça s'injecte, je vous l'ai montré, dans les lois de mobilité. Ce que vous avez ici, c'est la vitesse des dislocations en fonction de la contrainte. Et alors là, je n'ai représenté que le domaine de basse contrainte qui nous intéresse, qui est celui du manteau. Les vitesses des dislocations, on voit, ont ensuite un régime qui est beaucoup plus raide comme ça, qui est en gros le domaine dans lequel on est capable de faire des expériences. Puis après, pour les expériences de choc, ça sature à la vitesse du son. Donc 3 régimes de vitesse pour les dislocations, le régime des chocs qu'on n'a pas là, le régime des expériences qui est un régime très raide comme ça, et puis un régime beaucoup plus linéaire comme ceci à basse contrainte. Donc l'intérêt, c'est d'être capable ici d'avoir sur une base physique la transition de ces régimes et la description du régime de basse contrainte, qui paradoxalement est beaucoup plus facile à calculer que l'autre. Des vitesses ici, alors ça c'est le système de glissement qui était facile, 10-5 pour la vitesse, mais qui ne l'est plus, avec des vitesses qui sont effroyablement lentes. Bon, ce système-là est mort, il est bloqué à haute pression. L'autre système, le même type de courbe pour les vis et pour les coins, simplement ici de voir qu'on a 100 ordres de grandeur de différence entre les vitesses au maximum, et toujours ces régimes forte contrainte, basse contrainte. Bon, c'est plus pratique de voir comment maintenant on va passer de l'échelle de la vitesse à l'échelle de la déformation. Je vous ai donné la loi qui permet de faire ça, c'est la loi de transport, la loi d'Orovan. Donc on a les vitesses, je vous ai montré qu'on les a calculées. Donc on peut injecter les vitesses dans la loi d'Orovan ici. Il nous faut la densité de dislocation. La densité de dislocation, on montre qu'elle se met à l'échelle, c'est ρ la densité de dislocation, elle se met à l'échelle de la contrainte, ça s'appelle la loi de Taylor. Et ça, on a des idées qui ne sont pas trop mauvaises là-dessus, donc ça permet là, de prendre en compte une population de dislocations. Et ensuite, eh bien, puisqu'on a la capacité de rentrer nos 2 paramètres, pression et température. Pression, c'est l'évolution de pression dans le manteau qui est là. Température, il faut prendre un géotherme. On a pris le orange là au milieu. On montre que la température a un effet beaucoup plus faible que la pression. On s'en doutait un petit peu au départ. Et puis voilà ce que ça donne. Donc ce que j'ai représenté ici, c'est pour 2 vitesses, 10-14, 10-16, pour 2 vitesses, la contrainte nécessaire pour déformer le matériau à cette vitesse en fonction de la profondeur. Donc là, je suis en train de mélanger pression et température. Je suis le long d'un géotherme et je mélange pression et température. Alors qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que le système de glissement facile, ça c'est le domaine où on peut faire des manips, c'est le domaine où on a des mesures sur ce système de glissement qui est facile. Très vite, il durcit et il est complètement remplacé par l'autre. Et dans le manteau, eh bien, voilà le système de glissement facile qui est celui sur lequel on n'est pas capable pour l'instant de faire des expériences. Ce qui est assez rigolo, c'est de voir que la transition entre les 2 domaines est juste au niveau de la zone de transition. Donc en fait, ce mécanisme de déformation n'est valable pour MGO que quand il n'y en a pas dans le manteau, globalement. Donc ça, c'est juste un petit peu de manque de chance. Bien, on est arrivé au terme, je vais conclure là-dessus, où là, puisque j'ai contrainte et vitesse de déformation, je remets ça sous forme d'une viscosité. Et donc, pour ramener un petit peu au questionnement de départ, j'ai remis ces viscosités. Donc ça, je vais redire bien ce que c'est. Je les remets sur des profils de viscosité proposés pour le manteau globalement. Alors on prend l'un ou on prend l'autre. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Ce qui est bien important, c'est de savoir ce qu'on fait. Et ça, c'est tout l'intérêt d'une approche numérique, d'une approche de modélisation. C'est que la faiblesse, c'est qu'on ne fait pas tout, et de très loin. Donc on ne fait pas tout, ça veut dire on fait quoi ici? Ce que je vous présente, c'est des courbes mises sous une forme de viscosité qui racontent le comportement plastique d'un petit cristal de MgO déformé à des conditions qui sont pression, température et vitesse du manteau. Rien de plus. Bon. Donc, on sait ce qu'on fait exactement, on ne fait pas tout, mais on fait rien de plus. Donc, quand on reporte un petit cristal comme ça de MgO sur le manteau, eh bien, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que, puisqu'on on tape sur la viscosité du manteau, en gros, on est en train de dire qu'il n'est pas impossible que le glissement de dislocation, qui est le mécanisme que j'ai étudié, donc le mécanisme que j'ai testé, il n'est pas impossible que le glissement de dislocation soit actif dans le manteau.
parce qu'on a les bons ordres de grandeur. Donc, malgré la pression qui a durci, mais elle a durci, mais on a basculé sur un autre système, malgré ces très faibles contraintes et cette très forte friction de réseau, etc., bien, il se trouve que quand on met tout ensemble, on dit oui, pourquoi pas, c'est possible. Ça ne veut pas dire que ça est. Si c'est comme ça, alors ça change quand même pas mal de choses, parce que si on a le même ordre de grandeur que la viscosité du manteau, ça veut dire qu'on a le même ordre de grandeur que la perovskite. Donc ça veut dire que l'idée qu'on avait, qui était un matériau dur, un matériau mou, un contraste de viscosité, donc une perovskite qui serait au-dessus et MgO qui serait en dessous et qui se mélange ici, ça ne serait pas ça, qu'on aurait deux matériaux qui, peut-être avec des mécanismes très différents, se déforment avec des compétences relativement proches. Pourquoi pas ? Ce n'est pas du tout forcément ça. Ça, c'est un mécanisme de déformation. Peut-être qu'il y en a des plus faciles. Alors, on est à haute température, il peut y avoir la diffusion. On a des ordres de grandeur de coefficient de diffusion. Le problème, c'est que les mécanismes de diffusion, il y a un bouton qui est la taille de grain. Donc ça veut dire qu'en gros, alors bon, il y a beaucoup de dispersion, on est en train de regarder en ce moment, mais enfin, en gros, si on a des grains qui sont au-dessus d'1 centimètre, eh bien, la diffusion n'est pas assez effective, et donc il faudrait tomber à ce moment-là sur ce mécanisme de déformation ou un couplage de déformation et de diffusion et de dislocation. Si on a des grains qui sont quelques centaines de microns, si on a des petits grains, alors là, la diffusion sera plus efficace que ce mécanisme-là, et on peut récupérer un contraste de viscosité important entre perovskite et MgO. Bien, donc je m'arrête à ce stade. Bien sûr, on est loin d'avoir tout réussi, mais enfin, ce que je voulais vous montrer, ce dont j'essaye de vous convaincre, c'est qu'on a quand même aujourd'hui une approche différente, la capacité de mettre en place des outils et une approche différente de la plasticité des matériaux à l'intérieur de la Terre, que bien sûr il faut sortir pas mal de cavalerie, il faut sortir des concepts à différentes échelles, il faut faire fonctionner ces échelles, qui a encore évidemment beaucoup de challenges à relever, mais que je pense qu'on a quand même beaucoup d'espoir d'aller titiller les bonnes questions par ce biais-là. Et je vous remercie.